Alors effectivement, depuis 25 ans, le métier a fortement évolué pour plein de raisons. Je me souviens, moi, des rendez-vous où on passait 3 heures de temps à discuter, à s'intéresser à l'autre et à nouer une véritable relation. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus ce temps-là. Moi, la dimension marketing, quand j'ai commencé, c'était peu de choses, c'était juste un peu de bagou. Aujourd'hui, c'est un département avec des études, avec de la mise en avant aussi de produits, c'est-à-dire qu'on ne vient plus uniquement avec un tableau Excel. On essaie de rendre sexy aussi notre proposition de valeur. Et c'est en ça, pour moi, que la dimension et la relation commerciale a évolué. Pour moi, c'est primordial. Je vais faire un parallèle avec le couple. Je sais que le parallèle, il est un peu technique. Pour autant, dans un couple, au départ, c'est la passion, c'est l'amour, ça se passe bien. Avec le temps, ça s'étiole un petit peu. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est des preuves d'amour. Et pour moi, la relation commerciale et la dimension de partenariat, c'est ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée des leaders et aujourd'hui un sujet différent puisque nous allons parcourir une dimension importante de l'entreprise, de la performance d'entreprise et ô combien humaine qui est la vente. Et pour ça j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud. Et donc Arnaud va nous partager ses secrets et l'évolution du métier de vendeur. Donc Arnaud, bienvenue. Merci David. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un réel plaisir. Et peut-être tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours. Donc Arnaud Perret, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 11 ans. Ça fait un peu plus de 25 ans aujourd'hui que je suis dans la fonction commerciale dans un grand groupe français. J'ai un parcours un peu atypique parce que tel que tu me vois, j'aurais dû avoir une blouse blanche. Plus jeune, et même maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études assez moyennes. Je suis arrivé pour suivre la voie paternelle dans une école d'ingénieur en électronique et électrotechnique, donc très pointue. J'ai fait une première année qui n'a pas été très florissante, et j'ai eu la chance, j'ai un directeur des études qui m'a orienté vers le commerce. En fait, mon vrai talent, quand je suis rentré dans cette école, c'est d'avoir été le seul candidat pris sur 300. J'ai réussi à me vendre et à passer cette étape. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans la vente depuis aussi longtemps. Ok, et peut-être tu peux nous partager aussi, tu fais partie du DCF, donc nous dire ce qu'est le DCF et voilà, pourquoi c'est important pour toi. Bien sûr, le DCF, une association nationale des dirigeants commerciaux de France, qui est un peu plus de 90 ans d'existence. Je suis d'ailleurs vice-président sur l'antenne toulousaine. La vocation de cette association, c'est vraiment de mettre en lumière les métiers du commerce, que ça soit de la formation jusqu'à de l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un point d'entrée pour toute personne qui se pose des questions sur le commerce. Les DCF sont là pour pouvoir y répondre au quotidien. Alors, l'histoire des DCF, ce sont des entrepreneurs qui avaient des difficultés à trouver des commerciaux. Et donc, le seul moyen de trouver des commerciaux, ils se sont mis en association justement pour valoriser les métiers de la vente. Et aujourd'hui, ça n'a jamais eu autant de sens puisqu'on ne produit plus que ce qui a été vendu. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on vendait, et si on avait un vendeur, on pouvait vendre. Aujourd'hui, si on ne vend pas, il n'y a pas d'acte de business et de construction. Donc, le métier de vendeur n'a jamais été aussi important dans les organisations. Et la façon dont moi j'appréhende ma présence au DCF, c'est un partage de connaissances entre pairs sur des sujets de management, sur des sujets de business pur et dur. C'est de pouvoir identifier aussi au travers de nos interventions dans des établissements et au travers du DCF Challenge, qui est un grand concours de la commercialisation, des profils et des vendeurs de demain. Et c'est aussi de comprendre et d'appréhender les évolutions du métier. On parlait des nouveaux canaux de communication, on parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est aussi des sujets, et c'était le sujet du dernier congrès national des DCF à Saint-Malo. Voilà, tous ces sujets, aujourd'hui, on les prend à bras-le-corps, justement pour essayer de les remettre en corrélation dans nos organisations. En préparant cette émission, on s'est proposé de parcourir 25 ans d'expérience, donc un vrai témoin privilégié de l'évolution du métier de la vente. Et donc on s'est proposé une première partie. Donc voilà. Pourquoi le métier de vendeur évolue, comment il évolue, si tu veux nous éclairer. Alors effectivement, depuis 25 ans, le métier a fortement évolué pour plein de raisons.
La digitalisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de données sur à peu près tout. Que les clients, quand on va les voir, ils sont à la limite des fois plus informés que nous. Dans la relation aussi à l'autre, qui dit plus de données, dit un peu moins de temps justement pour échanger avec nos clients et la capacité à pouvoir les convaincre plus facilement, à capter leur attention. Ça, c'est vraiment des éléments clés que je n'ai pas connus quand j'ai commencé le métier. Ok, donc on va dire à l'époque, on va faire comme si c'était il y a longtemps. À l'époque, c'était quoi le métier de vendeur? Qu'est-ce qui était demandé en termes de comportement à un vendeur? Et peut-être aujourd'hui, quels sont ces nouveaux comportements ou ces nouvelles attentes? Alors, de la présence, ça c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est pour moi le sel de la bonne relation commerciale, voilà, d'être toujours en proximité avec celui-ci. Pour autant, ce qui a énormément évolué, c'est que tout était cadré. On savait où on allait, on avait la possibilité de faire de la prospective, on pouvait voir loin, c'est-à-dire que quand une année commençait, on savait très bien comment elle allait terminer. Moi, ma première année, j'avais fini mon business au mois de février. Ouais. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est vraiment dans ce monde VUCA et on doit s'adapter. Donc, ça ouvre aussi à d'autres opportunités. C'est-à-dire que quand on a des difficultés sur un business, en milieu d'année, on peut se dire qu'on va pouvoir rattraper en fin d'année, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Et surtout, principalement, c'est la relation à l'autre. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, ce point de contact doit être vraiment qualitatif. Je me souviens, moi, des rendez-vous où on passait 3 heures de temps à discuter, à s'intéresser à l'autre et à nouer une véritable relation. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus ce temps-là. Et aussi, de fait, la digitalisation, le Covid étant passé par là, la relation à l'autre aussi a évolué sur l'outil de communication. Quand on nous sommes rencontrés, c'était via Teams. Je pense qu'il y a 25 ans, ça aurait été par téléphone. Donc aujourd'hui, il faut aussi prendre en considération ce mode hybride. Et donc, c'est vraiment beaucoup de travail au quotidien pour essayer de trouver le bon canal et au bon moment. Ok, du coup, c'est quoi les astuces ou comment on fait effectivement à l'heure où je pense que les personnes vont te dire non, mais il n'y a pas besoin que tu te déplaces, peut-être aussi par l'écologie qui joue en disant non, pas la peine de prendre le train, on se fait une visio. Est-ce qu'il y a des vraies difficultés et des vraies astuces que tu as mises en place pour utiliser cet outil? Oui, des difficultés, il y en a. Après, les astuces, c'est d'essayer justement dans cette dimension écologique de dire j'ai organisé une tournée et tu es sur le chemin de ma tournée, on en profite. Et puis, c'est toujours bien aussi de pouvoir voir des innovations chez nos clients. Donc ça, par Teams, on peut le voir, mais c'est juste une photo. Donc, de pouvoir vivre l'expérience, pour moi, et cette proximité fait vraiment aujourd'hui la différence. Donc, il faut continuer, maintenir tant que possible le lien à l'autre, mais le lien physique, comme on fait aujourd'hui ensemble. Ok. Bon, il y a un peu les clichés aussi, tu me parlais, de dire bah oui, à une époque, le vendeur, on pensait que c'était un gars qui était au resto, qui finalement passait beaucoup de temps à entretenir la relation cliente, etc. Il y a toujours ça certainement dans le métier et ça en fait partie. Non, d'abord, pourquoi la relation est le pilier en fait, ce que tu as mentionné, c'est que c'est le pilier, ça s'exprimait à une époque peut-être de cette façon-là, oui. Et comment ça s'exprime aujourd'hui, cet aspect relationnel justement? Ça s'exprime à peu près de la même manière, simplement il faut être beaucoup plus vigilant aux signaux faibles qu'on peut nous donner, beaucoup se renseigner en amont sur ce qui est en capacité de faire nos clients, ça c'est des données qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Aujourd'hui, moi j'utilise beaucoup l'IA justement pour m'alimenter et d'essayer encore une fois d'être le plus pointu chez le client. Ok, donc quand tu dis d'essayer d'identifier ses besoins... Ses besoins, exactement. Ok. Vraiment anticiper toute son actualité, se renseigner. Il y a un travail de préparation de rendez-vous qui est beaucoup plus conséquent qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, le vendeur, il avait du temps. Donc, l'acheteur avait du temps pour nous partager son actualité, ses enjeux, ses contraintes. Là, il en a moins. Donc, on doit faire ce travail pour lui en amont. Ok, donc un des facteurs d'évolution majeure, c'est aussi le côté achat, le côté acheteur, oui. Qui lui considère que tu dois arriver préparé sur le dossier et donc Exactement. Le temps imparti étant plus court, on va plus à l'essentiel et c'est là aussi où on doit jouer la différence et se différencier. Une petite anecdote, quand j'ai commencé mon métier, j'avais un client, je m'en souviendrai toujours, je pousse la porte
Et de par ma tenue, la façon dont je me comportais, il me dit, vous êtes de telle société. Et ça, effectivement, ça m'a bluffé. C'est qu'on a cette capacité à se formater tel qu'on le souhaite et tel que la société veut qu'on soit. Et donc, c'est aussi un élément de différenciation extrêmement important. OK. Dans l'évolution du métier, donc là, on a regardé côté client. Oui. Comment le métier évolue en interne, en fait, vis-à-vis des restes des équipes? Est-ce que les attentes sont plus fortes? Est-ce que enfin voilà, comment ça évolue de ce côté-là aussi, puisque c'est un peu schizophrène, vendeur. Hein, on est des deux côtés, entre le marteau et l'enclume. Alors le tunnel de vente a lui aussi évolué. Moi, la dimension marketing, quand j'ai commencé, c'était peu de choses, donc c'était juste un peu de bagou. Aujourd'hui, c'est un département avec des études, beaucoup d'études, avec de la mise en avant aussi de produits, c'est-à-dire qu'on ne vient plus uniquement avec un tableau Excel, on essaie de rendre sexy aussi notre proposition de valeur, et c'est en ça, pour moi, que la dimension et la relation commerciale a évolué. On travaille vraiment beaucoup plus finement la qualité de nos recommandations, justement, pour sortir du lot. Ça a deux vertus. Un, on essaye de se différencier, même si c'est pas évident parce que tout le monde aujourd'hui prend ce créneau, et ça évite de parler uniquement de la dimension tarif. La dimension tarif, on sait, moi je l'ai appris, quand on commence par le tarif, je sais que la relation va être tendue, et donc j'essaie de toujours mettre en avant le bon produit au bon tarif, voilà, et jamais l'inverse. Comment tu vois arriver la nouvelle génération de sortie des grandes écoles de commerce? Est-ce qu'il y a aussi une signature de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des changements dans le niveau de formation des gens qui se dédient au métier de commerciaux? Oui, alors il y en a une qui m'a particulièrement marqué, sur laquelle je travaille au quotidien, c'est justement cette capacité de travail et d'investissement. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai été élevé comme ça, avec des amplitudes horaires extrêmement fortes, beaucoup d'implications. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont pas du tout là-dedans. Elles sont vraiment sur essayer de trouver l'efficacité. Donc, pour moi, le niveau de formation aujourd'hui est bon, mais ce qui manque, et ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est d'essayer de regarder un petit peu plus loin, de regarder la relation dans son ensemble, et que l'acte de vente ne soit pas uniquement un seul acte final, mais qu'on puisse créer une vraie relation de partenariat. Voilà, il y a cette notion de fournisseur-acheteur, moi j'aime pas trop, je préfère cette notion de partenaire. C'est-à-dire qu'on est une relation, on partage tout, les bons et les mauvais moments pour s'inscrire dans la durée. Parce qu'un client, on le sait, c'est toujours plus compliqué d'aller en chercher de nouveau que d'entretenir une relation avec un client qui est déjà actif. Du coup, ça me fait penser à une question qui va, certains de mes anciens collègues vont sourire, puisque c'était un gros débat chez nous entre les équipes de vente, le marketing, c'est la notion de les chasseurs versus ceux qui, on appelle ça les farmers, hein, donc ceux qui sont vraiment pour entretenir un compte. Les fameux éleveurs. Éleveurs, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu vois des changements? Est-ce que ça existe toujours? Ou aujourd'hui on vous demande d'avoir le profil d'être les deux? Peut-être ton expérience personnelle, est-ce que tu es plus l'un que l'autre? Voilà. Alors, pour avoir fait du management et accompagner des équipes, je me suis aperçu qu'à partir du moment où on a une typologie de vendeurs, c'est difficile d'en sortir. Okay. Donc, c'est très marqué. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un chasseur, lui, sa capacité, c'est effectivement d'aller chercher de nouveaux clients. Mais ce qui va se passer sur son activité, c'est qu'il va y avoir un très gros turnover. Donc, lui, il va compenser sa baisse d'activité et le développement de son business par aller chercher de nouveaux clients. À l'inverse, un éleveur, gestion bon père de famille, lui, il a un taux d'attrition qui est extrêmement faible. Et il va faire en sorte que chaque client soit une véritable opportunité de développement de part de marché, développement de business. Cependant, pour moi, il y a toujours un effort à faire des deux côtés. Quand on est éleveur, il faut aller chasser un peu, et quand on est chasseur, il faut aller élever. Et ça, c'est le rôle des managers et des coachs, justement, de mettre le doigt sur ces éléments pour faire grandir les collaborateurs. Bon. Et pour ma part, j'ai une dimension plutôt éleveur, mais avec le temps, avec l'expérience, c'est la dimension de chasse. C'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir aller titiller des annonceurs ou des clients qu'on n'arrive pas à avoir. Pour revenir sur tu as mentionné partenaire et non pas client-acheteur, donc il y a peut-être un sujet, donc nous, chez Dale Carnegie, on parle de leadership et souvent on aime bien remplacer ce mot par l'influence. Et on dit que ça se construit par le relationnel. Et voilà, je voulais peut-être que tu expliques un peu comment tu vois ça. Donc là, c'est le côté plutôt éleveur peut-être. Oui. Comment on construit cette confiance en fait, puisqu'au final, on va parler d'une relation de confiance. Et est-ce que c'est toujours un vecteur fort? Et est-ce que c'est le Graal un peu du vendeur, quoi?
pour moi, c'est primordial. Je vais faire un parallèle avec le couple. Je sais que le parallèle, il est un peu technique. Pour autant, dans un couple, au départ, c'est la passion, c'est l'amour, tout se passe bien. Mais avec le temps, ça s'étiole un petit peu. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est des preuves d'amour. Et pour moi, la relation commerciale et la dimension de partenariat, c'est ça. C'est de prendre en considération que on a beau avoir un client depuis très longtemps, il faut être en capacité de lui faire des preuves d'amour complètement gratuites et désintéressées pour justement entretenir cette relation sur le long terme. Ok, et quand on arrive à faire ça, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi en retour? C'est une extrême satisfaction puisqu'on voit aussi ces organismes et ces sociétés évoluer et grandir et on se dit qu'on a contribué au moins en partie à la réussite de ces clients. Et pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Voilà. Quand je vois un client satisfait, que ça se traduit en plus dans son business et que je vois son business évoluer, c'est vraiment très appréciable. Aujourd'hui, s'il y avait imagine il y a un nouveau vendeur là il y a un nouveau venu dans ton entreprise et voilà, quel serait le premier conseil pour peut-être un peu casser l'attente que peut avoir un jeune tout enthousiaste? Quel est le premier conseil que tu pourrais lui donner avec ses 25 ans d'expérience pour tenir le cap? Surtout, ne pas restreindre sa vision à quelque chose de petit. Donc, élargir le cadre de sa attente, être curieux, s'intéresser aux autres, s'intéresser à l'environnement qui l'entoure. Pour moi, c'est le véritable conseil pour pouvoir rentrer dans une entreprise, s'épanouir au sein de celle-ci. Donc, c'est s'intéresser à son entreprise et aussi à ses clients, c'est ça? À ses clients, à son écosystème, à tous les éléments qui font qu'on est une partie prenante d'un écosystème à part entière. On a une tradition dans le podcast, en fait, c'est de discuter autour de l'héritage de Monsieur Dale Carnegie, donc qui a écrit un livre qui touche beaucoup le métier de la vente, en fait. Donc il s'appelle Comment se faire des amis. C'est un livre de leadership et on y retrouve beaucoup d'anecdotes autour de la vente. Donc on sent que c'est un des piliers où, bien sûr, on veut avoir de l'influence. Et donc nous t'avons demandé de parcourir ces 30 principes qui sont des principes souvent simples et de bon sens. Donc est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un des principes qui a résonné le plus, peut-être vis-à-vis de ta profession de vendeur? J'en ai un qui m'a marqué, qui date de pas très longtemps, c'est être en capacité de savoir écouter. C'était un rendez-vous, c'était à Agen. Je passe le rendez-vous, ça dure 1 heure, et au bout du rendez-vous, j'ai mon client qui se retourne vers moi et qui me dit « Arnaud, ça fait plaisir. J'ai passé 1 heure avant à écouter quelqu'un qui ne s'intéressait pas à moi. Là, j'ai fait parler que de moi et on n'a même pas parlé de toi. » Et pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on ait pu me faire. Pendant 1 heure, j'ai pu justement comprendre quels étaient les enjeux du client, quelles étaient ses craintes, ses objectifs, ses ambitions. Je n'ai pas parlé de moi, ce n'était pas grave. C'est le rendez-vous après que j'ai pu faire et qui m'a permis de conclure la vente. Mais en tous les cas, ce moment d'échange, il a été d'une puissance extrême et j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que cette capacité d'écoute, c'est le client qui me l'a envoyé. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, pour le coup, il y en a deux. C'est j'écoute et je m'intéresse sincèrement à l'autre. Et en fait, c'est la meilleure vente qu'il peut y avoir. C'est celle où tu ne fais pas de pitch. Alors, c'est un marketing qui dit ça. C'est très dur. C'est très dur pour les marketing d'écouter. C'est dur parce que je l'ai vécu quand j'ai commencé le métier. On avait un peu notre boucle de vente et on sortait très facilement. Aujourd'hui, il est toujours là. Mais c'est vraiment une fois que le travail d'écoute et d'intérêt à l'autre qui a été fait que je le sors. Ouais, c'est comme ça qu'on le voit d'ailleurs, c'est les fondamentaux. On assure une relation et ensuite on peut avoir la collaboration et in fine l'influence. Donc merci, exemple très concret. Et il me reste à te remercier vraiment d'avoir accepté cette invitation, de venir partager encore une fois une belle expérience dans le monde de la vente. David, merci, c'était un plaisir. C'est un métier moi qui me passionne, dans lequel, comme tu l'as compris, je suis tombé par hasard. Et pour autant, je pense que je n'en sortirai jamais. Ouais, je ne sais pas si c'est complètement un hasard quand on voit le résultat et la passion, mais en tout cas, j'espère que ça transparaîtra. Donc merci beaucoup, merci pour ça. Merci à vous pour votre écoute. Donc un sujet on ne peut plus au centre de nos préoccupations, d'avoir de l'influence, la vente, on va dire l'influence ultime, qui est celle de déclencher un acte d'achat, basé sur des principes de relations humaines. Donc voilà un bel exemple de la puissance que peuvent avoir les principes de Dale Carnegie. Merci pour votre écoute et à bientôt dans l'Odyssée des leaders.